Salut mes petits potes, aujourd'hui on parle de la censure. D'ailleurs, référencez cette vidéo, partagez-la, parce que déjà, le gouvernement ne veut pas que vous la voyiez. Vous savez ça. Première chose à faire, c'est de définir ce qu'est la censure, d'accord? Et donc, le CNRTL, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'institution créée par une autorité, notamment gouvernementale, pour soumettre à un examen le contenu des différentes formes d'expression ou d'information avant d'en permettre la publication, la représentation ou la diffusion, d'accord? C'est clair? Bon là, ça insiste que sur le côté institutionnel. Un peu d'histoire. La censure, c'est vieux comme le monde. Ça remonte au moins à Socrate, qui a dû se... parce qu'il a incité les jeunes à la débauche, mais ça remonte encore plus. En fait, il faut se poser la question de la naturalité de la censure. Est-ce que c'est une loi universelle, un invariant anthropologique, que dans une société, à partir d'un certain niveau de développement d'institutions, en fait, y ait censure étatique un peu. En tant qu'historien, au vu des formes très diverses que prend déjà la censure, on ne peut pas la considérer comme un bloc, monolithique qui existe partout tout le temps, d'accord? Donc il faudrait d'abord répondre par la négative. Cet été est mort Jean Raspail, un colossal ultra-réactionnaire, comme il se nommait lui-même, qui nous a publié ce petit truc-là, que j'ai lu, bien sûr, parce que je suis un facho, évidemment, pour que votre culture. Il est le descendant de François Vincent Raspail, le fameux mec du boulevard Raspail à Paris. Voilà, prenez l'info. Qui était d'ailleurs un socialiste avéré, ce qui a bien changé entre-temps dans la famille. Donc, cet ouvrage avait fait polémique parce qu'en fait, il décrit une subversion totale, une submersion même, de l'Occident et notamment de la France, par en gros 1 million d'Indiens qui viennent du Gange, vraiment, par cargo. Et à la fin du livre, en gros, c'est la débâcle. Donc ces Indiens, ils reçoivent pourtant l'aide de certains politiques humanistes, comme il dit, français occidentaux, qui donc sont pris pour responsables en fait de la situation de faim, qui est une situation pas de guerre, mais presque en fait. Ça se transforme vraiment en guerre civile parce qu'il y a des gens qui s'opposent un peu à cette arrivée de migrants et qui vont donc se battre contre. Et lui, l'État français, bombarde ses propres Français qui font un peu des actes de résistance, voyez-vous. Bref, il y a une vision idéologique qui transparaît dans ce livre, qui est assez claire, c'est que l'immigration c'est un danger, vous comprenez? Et donc ce livre, comme il le dit lui-même, comme il en est très fier, il y a depuis des lois qui sont passées, parce que ça a été publié en 73, et depuis il y a 4 lois qui sont passées, et en gros, par ces lois, il y aurait 87 passages du livre, donc qui correspondent vraiment à plusieurs lignes, parfois des paragraphes, quoi, qui pourraient être des motifs en fait de censure, parce que racistes, etc. Que ce qui n'était pour moi que la simple constatation de l'incompatibilité des races lorsqu'elles se partagent un même milieu ambiant. Et donc puisque ces lois ne sont pas rétroactives, ce livre en fait est toujours édité. D'ailleurs j'ai pu l'acheter, la preuve étant, petit fun fact, c'est que c'est un des livres préférés de Marine Le Pen, qu'elle a lu à 18 ans et elle a eu une révélation, une extase avec ce livre. Et elle l'a dédicacé d'ailleurs, par Jean Raspail. C'est classe. Voilà, donc je vais pas citer d'extrait parce que, bon, en vrai, ça va. Seconde considération, la censure, elle est chargée négativement, d'accord? Elle a une connotation négative. Or là, je viens de vous citer un immonde raciste, complètement. Et donc vous pourriez vous dire, par un procédé rhétorique rapide, quand même, une association d'idées, vous voyez, je pourrais vous dire qu'elle peut être légitime, la censure, parce qu'il y a des gens comme ça qui existent, et que ça ne devrait pas, ça attise la haine, comme diraient les gauchistes. Or, ce qui est intéressant, se départissant d'une vision occidentale de la censure, donc on considère seulement comme censure étatique justement, fait par l'État, fait par une institution réglée, bureaucratique, eh bien il existe un peu partout dans le monde, et un peu partout à travers le temps, les sociétés, toujours des blasphèmes en fait en religion qui apparaissent, et même de l'autocensure des gens eux-mêmes en fait, par rapport à des systèmes de normes, de codes, de valeurs, et donc ils ne veulent pas transgresser en fait. Or, si c'est naturel, est-ce que c'est légitime la censure? Bonne question, j'y réponds pas. Juste alors, d'un second procédé rhétorique, imaginez, faites une petite expérience de pensée, si on avait appliqué la censure à l'encontre en fait, des écrits antisémites et racistes de la fin du 19e, fin du tournant du 20e, est-ce qu'on aurait eu la Shoah? Bonne question, bonne question. Ça paraît évident que non, c'est pas certain. Donc, au moins la censure peut être utile au bien-être général. Et maintenant, je vous parle d'un petit acte de censure perpétué par le gouvernement français pour cacher les crimes abominables qui ont été faits durant la guerre d'Algérie. Je vous explique. Ça se passe donc durant la guerre d'Algérie, en 61 précisément, et on a plein en fait de Maghrébins qui habitent en France, dans des bidonvilles notamment, ce qui n'est pas très sympa. Ils sont massés là et beaucoup d'entre eux travaillent dans le bâtiment, enfin surtout les hommes. Et donc cette même année, il y a une manifestation importante d'Algériens qui avait eu lieu le 17 octobre à Paris, contre le couvre-feu, parce qu'il y a un couvre-feu qui avait été imposé aux Algériens en France, et donc cette manifestation est très violemment réprimée, il y a des morts, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire, Le Monde a fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie là-dessus. Et donc,
Le truc, c'est qu'il y a un film qui est fait là-dessus pour essayer de reconstituer la mémoire des événements, et en fait la vraie version des événements, parce que l'État français, lui, veut esquiver le problème. C'était de toute façon Maurice Papon qui était préfet à ce moment-là, et il voulait pas de problème, bien qu'il y avait eu des morts, etc. Et donc, de nombreux Algériens interviewés durant ce film, et elles retracent ce qu'elles ont vécu, etc. Les morts, tout ça. Oui, donc, elles montrent notamment leurs séquelles physiques, quoi, leurs stigmates, et les tortures qu'elles ont subies. Enfin, c'est des témoignages, en fait. C'est utiliser le témoin comme objet historique. Les policiers avaient notamment eu l'idée d'enfoncer des bouteilles là où il fallait pas. Je vous laisse imaginer, ça fait mal. Je dis ça d'expérience. Il y a notamment beaucoup de personnes qui ont été jetées dans la Seine, comme ça. Et aussi un bébé, enfin des bébés, enfin c'est ce que dit le documentaire, ce que disent les gens. Petite pensée aux gens qui vont plonger durant les JO dans la Seine, justement, rejoindre le Baby. Ce film, c'est Octobre, à Paris, comme vous en doutiez peut-être, de Jacques Pangel, donc fini en 61 le film, mais bon, pas sorti, hein, obviously. La censure, l'État. À peine fini d'être monté, ce qui prend beaucoup de temps et d'argent, eh bien, abonnez-vous. La police a en fait mis la main sur des exemplaires, des copies du film, ce qui a permis en fait de voir le problème pour l'État, et déjà en fait d'interdire par avance, quoi, de évidemment ne pas donner de visa d'exploitation. Heureusement, il y a quand même quelques rares copies qui existent et qui ont permis de diffuser cela clandestinement. Voyez. Et le film va rester en censure jusqu'en 73, donc pendant 12 ans quand même. 12 ans pour réactiver cette mémoire, c'est long, parce que René Gauthier, un cinéaste donc, va faire une grève de la faim pour lever la censure, hop là, sur ce film. Mais pour autant, il n'y aura tout de même aucune diffusion publique du film en fait, jusqu'en 2011, qui marque les 50 ans de la terrible soirée du 17 septembre. Mais ça ne s'arrête pas là. La censure, c'est une pratique mise en place par l'ordre, justement, pour le perpétuer cet ordre, d'accord? Et il faut le savoir, en fait, la maxime du pouvoir, c'est d'y rester. Gravez-vous ça dans la tête, ils ne veulent pas que je vous parle de ça. Donc c'est pas le monopole du CNC, CNC créé sous le régime de Vichy par les gros nazes, via les visas d'exploitation. Cependant, pour parler cinéma, il est clair et net même, que la censure, c'est un moyen effectif, ou qui tente d'être effectif, de contrôle des mœurs déjà diffusées et après propagées, d'accord? Dans le cinéma français, pendant longtemps, pendant presque 40 ans, on n'a pas eu un bout de lolo à l'écran. Pas de sexe, pas de scène érotique, d'accord? Et pas de gros chlasses violents et sanguinaires. Mais est-ce que ça a été réellement utile et effectif, justement? Parce que c'était pas diffusé, mais est-ce que les idées, enfin, ces mœurs se propageaient tout de même par d'autres canaux, par d'autres voies? Est-ce que les bourgeois volubiles qui avaient mis cela en place n'ont quand même pas assisté à une décadence des mœurs qui conduit à la défaite de la Seconde Guerre mondiale, non? De même, lorsqu'il y a eu dérégulation, est-ce qu'on a eu vraiment un ensauvagement, un tout-à-volo général, ou non? En tout cas, il est certain que la censure est efficace artistiquement, c'est-à-dire qu'elle brime déjà, elle réprime, elle conditionne un peu nos goûts, et est conditionnée par nos goûts, enfin, c'est un processus dynamique. Déjà, il y a un plaisir en fait, à outrepasser la censure, et ces limites artistiques, donc mises en place par la censure, il faut les dépasser. Qu'en est-il de la liberté de la presse? Là, c'est beaucoup moins rigolo, parce que la censure qui s'applique à l'encontre de la presse et des médias, globalement, c'est souvent aux dépens de la population, en fait, des populations qui, normalement, sont informées par les médias et la presse, la bonne presse, hein, justement. Notez, achetez ça. Et donc là, c'est beaucoup moins facile de défendre la censure quand ça s'applique contre des lanceurs d'alerte qui, quand même, on pourrait considérer qu'ils œuvrent quand même pour le bien commun, d'accord? Le bien-être général. Parce qu'alors, la censure contre la liberté de la presse, c'est la défenseuse de l'ordre moral en place, de l'ordre tout court en place en fait. Moi, je suis révolutionnaire, mon pote. Ici, je vais prendre la position justement des gauchistes. Sale gauchiste du monde diplomatique. Une petite blagounette, ça va, détendez-vous. Qui parlent toujours de la liberté de la presse dans leurs sujets internationaux. En fait, c'est une focale importante pour eux, vous voyez. C'est vraiment un prisme nécessaire à la réflexion, à leur réflexion. Et donc, considérons que la liberté de la presse, c'est un point majeur, nodal de la vie démocratique, et qu'elle devrait être un objectif partout, n'importe quand, la liberté de la presse totale, quoi. Émancipée. Donc faut libérer Julian Assange, voilà, faut laisser courir Edward Snowden, et avoir une presse libre, indépendante, autonome et subventionnée par l'État, hein, bien sûr, parce qu'ils sont quand même de gauche, le monde diplomatique. Car en fait, le monde diplomatique, en même temps qu'il est un défenseur de la liberté de la presse, c'est un grand critique des médias et de la presse aussi, qui peut être au service de certains intérêts, bien sûr. Bonne journée à vous, bisous les zouzoupettes et zouzous.